s'exprime partout et partout se traduise en actes. Mais il faut aussi qu'elle se contienne assez pour n'éclater tout à fait, pour ne déborder tout à fait, qu'un jour où l'égalité des armes renforcera la supériorité du courage. Harceler l'ennemi, en attendant de se mesurer ouvertement avec lui. Saboter, tantôt par la grève perlée, tantôt par la lenteur voulue, tantôt par l'action directe, la machine de guerre ennemie, en attendant de l'attaquer à visage découvert. Eh bien, Monsieur Nicolas, vous nous recevez chez vous avec le chant du départ, interprété brillamment. Vous êtes né en 1935. C'est bien ça. Donc, bien sûr, vous étiez tout petit pendant la drôle de guerre. 5 ans et demi. Et votre papa était mobilisé. Oui, et il était en permission pour les travaux de sa ferme. Et puis un ennui de santé. Et donc, il était mobilisé à Saint-Omer. Saint-Omer, c'est ça, dans la cavalerie. Si bien que quand les Allemands sont arrivés, il était ici. Il était ici, dans notre petit village de 220 habitants. L'effroi de mes parents d'apprendre à la radio l'invasion rapide et brutale des troupes ennemies par la Belgique, contournant la ligne Maginot, déclarée invincible par l'état-major français, mais pris à défaut en revers. Il déferlait sur le nord à grande vitesse, au point que mon père missionnaire, pour la bonne continuité de sa ferme et un problème de santé, n'eut pas le temps suffisant pour rejoindre son affectation, à Saint-Omer, dans la cavalerie. Ses sœurs, belles-sœurs et ma mère l'enjoignirent d'évacuer en vitesse pour ne plus avoir à subir à nouveau tous les sévices comparables à ceux qu'ils avaient subis en 14-18, comme lui-même né en 1898. N'y tenant plus, mon père prépara chevaux et chariots à 4 roues de fer en le chargeant au plus de denrées et de matelas de couchage, pour nous retrouver à 5 adultes et 3 enfants, moi et mes cousines, à démarrer notre périple d'évacuation, confiant la destinée des animaux de la ferme, veaux, vaches, cochons couvés, à monsieur Jolidon Cardon, un cousin de mon père, qui venait aider le plus souvent qu'il pouvait, étant retraité, et habitant en face de chez nous. Parti en ce début mai par les routes qu'on pensait fréquentables, vers Péronne, conduisant vers le sud-ouest. Nous fûmes surpris qu'il y déferlait déjà beaucoup d'évacués, fuyant comme nous. Après avoir marché au pas des chevaux, mon père envisageait de quitter enfin la journée ces grandes routes aussi peuplées, pour aller par de petites routes de campagne rechercher un lieu pour passer la nuit avec les animaux, chevaux.
Mais avant de bifurquer, nous fûmes attaqués et mitraillés par des rafales de balles réelles par des avions Stuka allemands, qui le faisaient en piquant vers leur proie en déclenchant une sirène affolante. Nous nous jetions en deçà d'un grand talus à plat ventre. Nous constations après que la mitraille était passée au-dessus du talus, nous protégeant, mais avait tué tous ceux qui s'étaient réfugiés dans le talus de l'autre côté. Personnes humaines et animaux qui les charriaient, quelle horreur consternante pour tous ces pauvres innocents piégés. De ce fait, mon père dirigea ses chevaux vers la première ferme en vue, par ces petites routes de campagne. Nous avons continué et essayé, toujours par des petites routes, à nous éloigner du nord, envisageant de passer la Loire, croyant pouvant là nous retrouver en sécurité et promis de rester français. Alors que nous étions dans la Sarthe, nous apprêtant dans un dernier élan à enjamber la Loire, peine perdue, les blindés allemands nous dépassèrent, en nous stoppant à faire demi-tour, pour repartir d'où nous venions. Mais ce fut moins facile à faire qu'à dire. Nous furent stoppés à maintes reprises par des convois d'évacués comme nous, cherchant à se réfugier des combats entre l'envahisseur et les armées et le reste des armées françaises, presque inexistantes, en dépit de leur bravoure, mais dépassés par plus mobiles qu'elles. Notre retour dura plus de 15 jours, avec des péripéties éprouvantes, principalement pour ma mère, occupée à freiner à l'arrière du chariot, à pied sans chaussures usées. Quand nous fûmes rentrés au village, rien n'était plus comme avant. Les troupeaux, les animaux erraient de prairies en cours de ferme, sans ne plus savoir à qui ils appartenaient. Les réfugiés évacués belges en avaient éclairci la quantité et ce qu'on ne savait pas. Alors c'était pour nous un grand exploit de rentrer indemne après toutes ces péripéties jonchées de dangers. Il n'y eut pas de trêve à faire face à tout ce qui allait nous tomber sur la tête. Livraison de beurre et de blé d'abord à l'occupant, le reste étant à partager en mini-portions aux anciens clients ne pouvant en compter de nouveau. Le contrôle étant très strict et sévère et contraignait les plus jeunes et beaux contraignant le plus jeune et beau de nos 4 chevaux qui furent réquisitionnés par l'envahisseur, sans rétribution. Comme presque dans toutes les fermes, certains, par leur relationnel, arrivaient à y échapper. Notre village, éloigné des grandes routes et centres ferroviaires, n'eut pas à subir de bombardements de l'invasion. À la Libération, des contrôles permanents pour combattre soi-disant le marché noir qui échappait à être imposé, car tout était devenu ami de tout le monde. Des relations ancestrales de famille étaient redevenues innombrables pour bénéficier d'un petit quart de beurre de 125 grammes ou quelques œufs, au point où ma mère nous faisait émincer au plus raclé la couche de beurre sur nos tartines de pain gris du boulanger, que nous arrivions à tronquer en fraude le soir pour pallier au contrôle avec un petit concasseur de blé à actionner à la manivelle
qui débitait 2 kilos de blé à l'heure. Et pas question d'en faire bénéficier qui que soit. Source de dénonciation, avec amende et matériel réquisitionné. Car le gros cocasseur de la ferme, à faire de la farine aux bêtes, était bloqué et scellé, à ne faire que de la grosse farine. Bien plus tard, nous avons appris que le pain gris était un bienfait pour les intestins et l'humanité, engendrant moins d'énergie au broyage. À ma connaissance, la collaboration n'avait pas d'emprise sur notre savoir-faire d'exploitant, tellement nous étions soumis à réglementation et contrôle devant faire face à de très gros hivers, de 42-43, avec d'abondantes chutes de neige de 2 mètres par endroit, qui fut dégagé à la pelle par les chômeurs du village. Connaissant des pertes au ravitaillement des bovins à l'étable, le petit garçon de 5 ans et demi, à l'invasion de 40, retrouva son école en attendant le retour de son institutrice évacuée également, Madame Louvet, pour rattraper ses 9 ans et demi à la Libération et pouvoir chanter des chants patriotiques appris en cachette, en passant par la Lorraine, le chant de la victoire en chantant, ainsi que des partisans, ouvriers et paysans, ainsi que la Marseillaise que les enfants d'école chantaient au monument aux morts, accompagnés de leurs maîtres, lors des anniversaires historiques. Donc, les chômeurs de la guerre purent reprendre leurs activités vers les ateliers de l'industrie caudrésienne. Pendant ces années de guerre et de camouflage, pour échapper aux représailles des envahisseurs, un parachutiste se réfugia dans la bergerie de M. Olivier Lefebvre, maire du village. Et on le réfugia chez des amis à Caudry jusque la Libération. Je pense que ce sujet a déjà été évoqué par les articles de presse ou au 50e ou 40e anniversaire de ces faits, par les petits-enfants de M. Olivier Lefebvre. Voilà. Alors, la Libération. L'armée allemande se repliant, repoussée et vaincue par les armées alliées, je fus confronté à faire face à un rapide et dangereux dilemme, à 9 ans et demi. Mes parents étant partis traire leurs vaches en pâture le matin, m'avaient laissé à la maison, dans la ferme, avec un employé de 40 ans, enfant du village, mais clandestin, parce qu'il avait refusé de partir au travail obligatoire en Allemagne. Ne s'y étant pas conformé, il se réfugiait chez sa sœur, Marie Moreau-Lemaire, et allait gagner sa croûte en cachette chez ceux qui voulaient bien l'employer, en prenant des risques d'être dénoncé. Ce matin-là, Achille Moreau était occupé au nettoyage de l'écurie des 4 chevaux de mon père. Et moi, plus loin, au bout du trottoir, commun à la maison et les écuries, j'étais aux toilettes blotti à surveiller par les petits trous de la porte le va-et-vient d'engins de guerre qui passaient sur la route départementale bordant notre ferme. Tout à coup, l'un de ceux-ci s'arrête et déballe une mitrailleuse sur pied qu'ils installent à notre porte de cour en position de feu, pour supposer couvrir les convois qui les avaient poursuivis sur la route nationale, le Cateau, mais à qui ils avaient faussé compagnie en bifurquant sur Audencourt, où ils avaient camouflé des blindés en instance de départ de repli. Peine perdue, ils ont attendu, mais les Alliés ont contourné vers Cambrai. Voyant cela sans savoir, je redoutais qu'il allait se passer quelque chose d'important. Sortant précautionnément des toilettes, j'en informais l'employé clandestin de mon père
enfant du pays, de ce qui se passait, qu'il n'avait pu apercevoir occupé qu'il était. Aussitôt, rapide comme l'éclair, il abandonna, sans me dire un mot, fourche et brouette, et prit la poutre d'escampette vers le fond de la cour par les jardins et pâtures. J'en étais désolé pour lui et de rester seul, mais la suite les jours suivants, après qu'il se fût camouflé chez sa sœur et que les Allemands fuyaient, les Américains vinrent s'installer. Et il redevint l'employé de mon père, libéré de la peur d'être reconnu réfractaire au travail obligatoire en Allemagne. Il m'embrassa et me remercia chaleureusement d'avoir contribué à lui sauver sa vie. Nous furent de très grands et bons amis avec Achille Moreau, retrouvant son emploi dans l'industrie à Gemont. J'en pleurais de joie pour lui, mais aussi de peine d'être séparé de lui. Sans ces importants faits, il aurait pu se produire de très grands et tragiques méfaits. Remettons-nous-en à la destinée. Alors, Madame Nicolas, donc, elle aussi a une expérience personnelle de la guerre, parce qu'elle était bien sûr toute petite, née en 1939, donc à cette époque-là, elle n'a de souvenir que que ses parents lui ont rapporté, mais surtout, c'est le souvenir de son père d'abord, puisque son père était mobilisé. Et donc lui a été mobilisé, et où ça? Papa était de 1914, donc il avait 25 ans quand il est parti. Il a été mobilisé en septembre 1939 et il a été mobilisé à Thionville. J'ai mis aussi. Il a été mobilisé à Thionville parce qu'il était maréchal ferrant. Donc il était dans la cavalerie, quoi. Alors donc c'était quand même un lieu qu'il devait avoir, quoi. Mais moi je pense que en ce qui concerne la période où il a été prisonnier, je pense qu'il a été fait prisonnier à Coblence, en Allemagne, et qu'il a été au service dans les fermes. À ce moment-là, quelquefois, il parlait... En commando dans les fermes, oui. Dans les fermes allemandes. Oui. Bon, je ne pense pas qu'il a été malheureux de ce côté-là, quoi. Comme Fernandel. Oui, en commando Voilà, dans les fermes. c'est ça. Alors, les souvenirs de ce temps-là, moi, ils sont très vagues, hein, parce que j'étais vraiment petite, quoi. Puisque je suis née en décembre 1939, comme beaucoup de jeunes, je pense, qui ont connu ces faits-là. Hein. Alors, je n'ai pas connu mon papa avant l'âge de 5 ans, quand il est revenu en 1945. Pour moi, c'était un étranger, il a fallu du temps pour se connaître. Donc vous lui avez dit « Bonjour, monsieur ». Je pense que oui, je crois, parce que Sérieux, je les vois encore, ils étaient à 4 dans la chambre qui venaient de rentrer, et pour moi, c'était vraiment quelque chose... Et vous avez le souvenir des bombardements de Cambrai, c'est ça? Oui, c'est-à-dire sur la photo, je vais vous faire voir une photo. Oui. La photo où l'on est prise avec les Américains, qu'on était toutes jeunes. On la passera tout à l'heure. Oui. On la passera à la fin de l'interview, où là, on vous reconnaît bien avec vos lunettes et vos cheveux blonds. Si on veut. Donc ça, vous avez été connu les Américains à la Libération, mais avant, vous avez connu, peu de temps avant, vous avez connu les bombardements de Cambrai. Mais vous ne nous avez pas dit où vous habitiez à ce moment-là. Nous habitions à Boussières, en Cambrésis. D'accord. Et je pense que la photo a été prise à Boussières, en Cambrésis, près de chez notre grand-mère, quoi, parce que c'était là. Et je crois que ces soldats américains venaient de Cambrai, parce que Cambrai n'était pas trop loin, donc je crois qu'ils venaient de par là, quoi. Et dans les temps qui ont suivi la Libération, donc en 1945, vous aviez donc
10 ans, oui, 10 ans à ce moment-là. Non, 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 non. 5 ans. J'avais 5 ans. Et avez-vous le souvenir, en grandissant, d'avoir entendu parler de ce qui s'était passé à Rieux, juste avant d'arriver chez vous? Ben non. Écoutez, On non. l'a appris assez tardivement. Tardivement après. Ah oui, C'était- ah oui, ah oui. Je dis pas étouffé, mais pas trop. Parce que 13 jeunes gens ont été fusillés, Mais abattus oui, du moins, Oui. abattus, qui avaient couru à la rencontre de ce qu'ils croyaient être les Américains, et en fait c'était des Allemands, Oui. et ils se sont fait abattre comme à l'ouverture de la chasse. Voilà, voilà. D'accord. Ah oui, il y a eu tellement C'est de... pour ça qu'on était toujours sur la réserve. Sur le qui-vive, bien sûr. Qui vif, là. Tellement d'horreur. Et moi, ce que j'ai encore en mémoire, c'est quand les avions Stuka partaient bombarder Cambrai, maman nous attrapait et nous mettait près de la cave parce qu'il fallait se protéger et nous protéger en même temps. Mais c'était traumatisant pour nous, hein, parce qu'on se demandait ce qui allait nous arriver, quoi. Hein. Vous voulez voir, surtout. Hein, et maman, elle nous a quand même élevés jusqu'à ce que papa y revienne, quoi, toute seule, quoi. Et alors, avec quels moyens de subsistance? Ben, il y avait les grands-parents qui étaient là. Je pense qu'elle est allée travailler un peu à la fabrique, parce qu'il y avait une fabrique à Oui, Poussière. qui est abattu il y a une dizaine d'années Voilà. maintenant. C'est ça. Alors, elle a travaillé un peu là, et puis pour dire de subvenir à nos besoins, quoi. Et alors, de cette fabrique-là, est-ce que, après la guerre, c'est tout à fait une supposition de quelqu'un qui est parfaitement ignorant de la situation, hein. Est-ce qu'on a dit que cette fabrique-là avait fait du marché noir? Jamais. Ils ont fait travailler les gens, un point, c'est tout. Ben, voilà. Alors Non. qu'il fallait bien vivre. On de se toute façon. débrouiller. Bien sûr. Ah non, Bien sûr. non, parce que... Bien sûr. Et puis ça marchait, hein, à ce moment-là, la fabrique... Comme Nous, on faisait plaisir aux relationnels. Quand on les rationnait, ben, il y en a qui auraient pu dire c'est du marché noir. Oui. On leur faisait plaisir. Hein, on se rationnait nous-mêmes pour leur faire plaisir. Alors, Madame Nicolas, vous avez fait aussi votre travail de rédaction. Alors, où en êtes-vous dans votre compte-rendu? Bah écoutez, dans ce compte rendu, je vous ai donné l'essentiel, hein. Je ne peux pas vous donner plus de précisions, étant donné que j'étais très jeune et que Alors papa ne parlait pas beaucoup J'allais vous poser de la ces question. faits de guerre. Pratiquement Parce que, jamais. Voilà, quand peut-être qu'il a abordé ce sujet-là, mais on était très jeunes, donc on écoutait vaguement, Captivez quoi. pas. Ça ne nous captivait pas, quoi. Non, j'ai pas... Et je pense qu'il voulait peut-être un peu... Comment... Je dis pas oublier, on peut pas oublier, mais un peu effacer tout ça, quoi, pour ne pas... Alors, Monsieur Nicolas, tout à l'heure en introduction, donc, nous a joué le chant du départ. Et donc, pour nous ramener d'actualité, du moins de l'actualité du film, il va nous interpréter maintenant le chant des partisans.